Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Altistoria, bienvenue dans une nouvelle aventure de l'histoire locale de Haute-Loire. Vous le savez, notre émission tente modestement de décrypter les pans de notre histoire altigérienne. Aujourd'hui, nous partons dans le monde de l'histoire mondiale du Velay. Pour nous emmener dans ce sujet passionnant, nous avons avec nous Thibaut Sauzaré. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut, vous êtes originaire du Monastier-sur-Gazeille, vous avez fait un bac professionnel gestion-administration. Ensuite, vous partez en fac d'histoire à l'université Clermont-Auvergne où vous obtenez une licence en 2020. Votre master de recherche a porté sur les livres rouges de l'historien et poète velave Albert Boudon-Lazerme, ce qui vous a conduit à vous intéresser au milieu érudit et folkloriste du Velay, sur lesquels vous avez publié d'ailleurs des articles dans différentes revues. Votre passion pour l'histoire vous a conduit à travailler sur d'autres projets, notamment celui d'écrire collectivement une histoire mondiale du Velay. À côté de cela, vous avez eu la chance de faire des fouilles archéologiques au Larzac en 2018 et de voyager au Togo en 2024. Vous vous intéressez de plus en plus à l'histoire contemporaine de l'Afrique et vous faites de la photographie. Enchanté Thibaut, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Altistoria. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans l'histoire mondiale du Velay. De quelle zone géographique parle-t-on exactement quand on parle du Velay ? Tout d'abord, merci à vous pour l'invitation. Et pour vous répondre, par Velay, il faut déjà savoir que c'est un territoire du sud-est du Massif central qui, administrativement, n'existe plus. Depuis la Révolution française, ça fait écho à l'ancienne province qui appartenait aux États du Languedoc. Et le Velay, pour le situer géographiquement aujourd'hui, ça correspond à peu près, grosso modo, aux deux arrondissements du Puy-en-Velay et d'Issingeaux. En gros, ça ne reflète pas tout le département de la Haute-Loire, ce n'est qu'une partie. La Haute-Loire a été créée, comme tous les autres départements français, en 1790. Et la Haute-Loire regroupe un bout d'Auvergne, la région de Brioude, un bout de Gévaudan, la région de Saugues, tout le Velay, et quelques paroisses du Vivarais et du Forêt. Donc la Haute-Loire est une création qui mélange diverses provinces. D'où provient le terme Velay ? Alors Velay, ça dérive d'un peuple gaulois, les Velavis, et d'après les travaux de Xavier Delamarre, qui est un grand spécialiste de la langue gauloise et des langues indo-européennes par extension, les Velaves, justement, leur terme viendrait du gaulois, bien sûr, et aurait cette idée de montagnard, et métaphoriquement, je crois, l'idée en fait de hauteur, de domination, le fait qu'on puisse prendre les gens de haut quelque part. Mais n'étant pas antiquisant ou spécialiste de ces langues-là, je me contente de ce que j'ai pu lire à travers les ouvrages, d'autant plus qu'on connaît malheureusement très mal la langue gauloise. Elle a été en partie écrite, mais les Gaulois ont favorisé la tradition orale, et on connaît cette langue à travers quelques écrits dans des alphabets autres, comme l'alphabet grec, l'alphabet romain. Donc ça fait qu'on a encore une connaissance très superficielle, malheureusement. À quand remontent les premiers faits historiques qui attestent d'un lien du Velay avec l'Europe ? Puisque là, on est d'accord, il est question d'une vision assez multiscalaire, c'est-à-dire de lier le Velay au monde. Déjà, si on part sur l'Europe, à partir de quand on atteste les premiers liens d'un Velay qui communique avec le reste de l'Europe ? Par fait historique, ça passe donc par des sources textuelles. On fait de l'histoire à partir de sources. Et les premières personnes à parler des Velaves, donc quelque part du Velay, ce sont deux auteurs romains du 1er siècle en notre ère et du 1er siècle de notre ère. Et le premier est Jules César, dans la guerre des Gaules, qui évoque les Velaves, qui sont opposés à lui, donc qui sont donc du côté de Vercingétorix, du côté des Arvernes. Et par la suite, le géographe Strabon parlera des Velaves à son tour, dans son livre Géographie, tout court d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et il parle du fait que les Velaves étaient un état client des Arvernes, c'est-à-dire des proches alliés auxquels ils auraient eu une certaine indépendance à un moment indéterminé. Voilà ce qu'il en est pour les sources. Et en effet, inscrire déjà l'histoire du Velay dans l'histoire de l'Europe, c'est déjà quelque chose d'assez important. C'est cette approche multiscalaire, c'est une façon de se décentrer. Mais idéalement, nous voudrions éviter de tomber dans une histoire trop eurocentrée. On veut essayer de trouver des exemples extra-européens, notamment avec l'Afrique, l'Amérique, l'Asie. Bien sûr, ce ne sera sûrement pas pour la période antique, mais déjà, si on arrive à trouver des exemples pour la période fin médiévale, pour la période moderne, ce serait déjà assez conséquent en soi, et c'est historiographiquement assez stimulant pour arriver à une telle perspective. Peut-on parler d'un lien mondial prouvé, et depuis quand est-ce qu'on peut l'établir ?
De fait, il doit y en avoir dès la préhistoire, mais ça, il faudra que l'archéologie le détermine, et c'est déjà le cas en fait. On sait par certains sites que les populations migrent à la préhistoire, nos ancêtres sont des nomades globalement, et donc amènent différents apports dans un territoire qui deviendra le Velay. Et l'avantage de commencer dès la préhistoire, c'est que ça désamorce cette question toujours un peu épineuse des origines. Les origines, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, et donc la préhistoire, n'ayant pas de source textuelle, ça permet d'éviter un peu ce genre de débat souvent un peu stérile. On sait en tout cas que des populations ont amené des techniques différentes, se sont appropriées le territoire, y ont vécu, y ont probablement chassé, ou Dieu sait quoi. Mais de manière plus établie, on sait en tout cas que dès la protohistoire, donc la période qui précède l'Antiquité chez nous, au moment où des populations comme les Celtes existent et sont... je vais dire étudiées, non, en tout cas sont évoquées par des textes grecs et romains. On sait que ces populations sont là, transforment le paysage, ont des contacts avec d'autres formes d'autres cultures. Et on sait par exemple que le camp celtique, le camp gaulois d'Antoun, à Salette, était en contact direct avec le monde romain, parce que Antoun était en fait à côté de la province romaine de la Narbonnaise, donc il y avait forcément des échanges. Il n'y a pas que des échanges guerriers entre Romains et Celtes, ça passe aussi par le commerce, comme en témoignent les nombreux tessons, enfin les morceaux de vase, où on pouvait mettre du vin, de l'huile d'olive. C'était quand même d'échanges, au point où on peut affirmer que la romanisation débute avant la conquête. Cette démarche réflexive mondiale est-elle antinomique vis-à-vis de l'histoire locale ? Au risque de provoquer, je ne crois pas à l'histoire locale. Pour moi, il n'y a pas d'histoire locale. L'histoire s'inscrit toujours dans un contexte plus large. On peut faire une sorte d'effet de loupe. Par exemple, on peut parler de la révolution industrielle au XIXe siècle et se dire, tiens, on va, comme exemple, prendre une usine de la Haute-Loire au bord d'une rivière pour comprendre, par exemple, je sais pas, les industries textiles. Et donc, à partir de cet exemple très localisé, ça permettra de mettre en perspective un aspect beaucoup plus large. On veut étudier une petite église dans un village, et bien en fait, à travers cette église, on l'inscrit dans un contexte artistique, que ce soit des églises romanes, des églises gothiques, et donc là, on est obligé d'élargir un peu son rapport à tout ça. Qui dit église dit donc pratique de la chrétienté qui est une religion née au Proche-Orient, mais qui a connu différentes interprétations, avec des hérésies, et ainsi de suite. En fait, pour moi, il n'y a pas d'histoire locale. Ça s'inscrit toujours dans quelque chose qui sera plus large, et c'est toujours plus stimulant d'ailleurs de faire un effet de loupe que l'on peut dégrossir pour mieux comprendre un phénomène précis. Ça, c'est stimulant sur le plan intellectuel. Il y a quand même des thèmes qui sont locaux. Si on prend par exemple le cas des mines au nord du département, ou le cas de faits divers comme la Burle ou la bête du Gévaudan, ça s'inscrit directement dans la localité. C'est vrai, ça s'inscrit dans la localité, mais si on prend la bête du Gévaudan, c'est une affaire qui a eu un écho, j'allais dire médiatique, à l'échelle européenne. Donc certes, ça se passe peut-être localement, mais on sait que ça a une aura beaucoup plus large. Si on prend les mines, les produits qui en étaient issus de la terre ont dû être exportés en dehors de la Haute-Loire. Donc finalement, ça a toujours un intérêt de trouver des connexions avec l'ailleurs. Et cet ailleurs peut être à 100 km, attention, mais ça montre que c'est plus que du local. Pour la bête du Gévaudan, l'écho va même jusqu'au Canada. Bon, bah voilà, ça certifie, ça confirme ce que je pensais. J'aime me contredire moi-même dans mes questions. Est-ce que cette façon, Thibaut, de lier l'histoire locale, enfin l'histoire, on va dire, de l'aborder d'une manière globale et mondiale, est-ce que c'est une façon de penser l'histoire à gauche ? Ça, c'est une question assez difficile. L'histoire en tant que discipline, cela émerge au XIXe siècle et très vite cela se veut objectif. Le bémol, c'est que l'histoire, ça s'écrit au présent. C'est écrit par des hommes et des femmes faites de chair, d'os, etc. Donc qui ont une pensée. C'est donc un vœu pieux de faire une histoire objective. C'est toujours très difficile à atteindre. On peut s'en rapprocher, mais le simple choix d'un sujet témoigne d'une forme de subjectivité. Et à une époque où justement on vit des replis identitaires ici et là, et pas qu'en Occident, je pense à l'Inde par exemple, l'histoire est quand même quelque chose de central. C'est toujours utilisé à des fins politiques, voire idéologiques, de toutes les façons d'ailleurs. Ça peut prendre la forme d'un parc d'attractions. Je pense au Puy du Fou, qui sur une vingtaine de spectacles abordera l'histoire de France, mais en masquera d'autres. Au Puy du Fou, il n'y a pas une seule attraction sur la colonisation et l'esclavage, ce serait pas très fun, je pense, mais ça témoigne d'une forme d'oblitération. À travers une histoire mondiale, c'est l'occasion de défaire certains mythes, d'aborder des sujets parfois un peu négligés peut-être, de revoir des chronologies toutes faites imposées par le roman national depuis le 19e siècle. C'est le pari qu'avait fait l'équipe de Patrick Boucheron quand ils avaient publié l'histoire mondiale de la France en 2017. C'était pas forcément un contre-récit, c'était une façon en fait de revisiter d'autres faits, de montrer que l'histoire de France se grandit par une histoire mondiale, qu'on a un pays qui a en effet
eu des occupations dans divers continents, dont la culture a rayonné un peu partout dans le monde, où des gens du monde entier sont venus ici, soit pour trouver du travail, soit au contraire pour s'instruire, soit pour se réfugier. C'est une façon d'agrandir son territoire, finalement, de l'inscrire dans une perspective mondiale. C'est pas une façon de dire que c'est de gauche ou de droite, c'est avant tout une question de méthode, déjà, d'interroger d'autres aspects de notre province. Et c'est une façon aussi d'éveiller une forme de curiosité. Il y a, sur le plan personnel, c'est quand même assez stimulant de se dire, tiens, est-ce que le Velay, au-delà de ces montagnes, a une histoire avec l'Afrique, avec certains pays européens. Je pense à la Vierge du Puy qui a été construite à partir des canons de Sébastopol, pris aux Russes durant la guerre de Crimée dans les années 1850. Des liens avec l'Amérique. Il me semble que certains velaves, notamment de Saint-Front, avaient émigré au Canada. Pour l'Asie, il me semble que de la dentelle a été vendue jusqu'à Hong Kong. Pour l'Afrique, il y a eu plusieurs missionnaires velaves qui ont œuvré en Afrique. Donc en fait, les liens sont partout. Et c'est quand même assez stimulant de se dire que même dans le moindre village, on peut trouver ces connexions-là. Et ça permet de sortir de cette vision parfois un peu rabougrie de territoires ruraux qui auraient toujours connu la même chose depuis des siècles, qui seraient enfermés dans ces montagnes. C'est l'occasion de tordre le cou à ce cliché-là. De nos jours, le Velay est-il placé dans une politique d'ouverture au monde ? Dans tous les cas, quoi qu'on fasse, l'ouverture sur le monde se fait. En fait, on a beau prendre des mesures, ça a lieu, et le Velay, comme n'importe quel territoire aujourd'hui, sans doute, a cette ouverture sur le monde. Ça se traduit concrètement chaque été par le Festival Interfolk. Depuis une 60aine d'années, des peuples du monde entier viennent au Puy manifester leur culture par des danses, par des chants, par des échanges. Et nous autres, velaves, mettons en avant aussi nos propres traits culturels. Donc cette rencontre se fait bon gré mal gré, par aussi des échanges, par le fait que les velaves partent en vacances, entre autres, et explorent d'autres pays, reviennent ici chargés de souvenirs. Le fait que nous consommons des produits d'autres contrées en Europe ou provenant d'autres continents. Donc en fait, ça se fera quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. Ça fait des siècles que c'est comme ça, et même dès la préhistoire, il y a des échanges qui se font sur des centaines et des centaines de kilomètres. C'est presque dans la nature humaine, en fait. La montée des pensées illibérales dans le monde, de plus en plus de régimes se tournent vers l'extrême droite, vers des politiques, on va dire, isolationnistes, qui sont à l'inverse de cette pensée d'ouverture sur le monde. Est-ce que ça peut être problématique pour l'histoire ? Ça peut être problématique pour des raisons très concrètes. Il y aura sans doute des freins à la recherche, peut-être des fermetures d'archives. Je pense aux États-Unis aussi, où on interdit l'usage de certains mots dans la recherche. Ceux qui dénonçaient la cancel culture de ce qu'ils appellent le wokisme sont en fait les premiers à appliquer la cancel culture, paradoxalement. Et donc oui, il y aura un impact, il y aura même un peu un mépris de ces gens-là qui cherchent pas à tout prix, mais en tout cas à montrer que l'histoire d'un pays est bien plus complexe et que penser l'histoire de son pays par ses frontières, c'est profondément l'antidémarche. Les frontières d'un pays, ça change en permanence. Les frontières françaises ont changé au cours du XXe siècle. Je pense au fait que certaines communes italiennes comme Tente sont devenues françaises en 1947, qu'on a perdu l'Alsace-Lorraine au cours de la Seconde Guerre mondiale, qu'on avait déjà perdu pendant la guerre franco-prussienne. Et les frontières, c'est qu'une limite fictive, d'autant plus que les Français ne sont pas toujours restés à l'intérieur. Des Français ont émigré, on l'a évoqué tout à l'heure au Canada. Le fait est qu'en parle la langue française au Québec, ça témoigne de cette émigration-là. Les Français ont eu un empire colonial, et voire même une colonie de peuplement avec l'Algérie. Du coup, si on fait une histoire de France qui n'aborde pas l'Algérie, ça me semble quand même assez compliqué. Aujourd'hui encore, la France est un pays qui est peut-être devenu une puissance moyenne, mais qui a encore des liens avec l'ailleurs. On ne peut pas comprendre la France et on reste cantonné à un hexagone. Et même ça, c'est problématique. La France, c'est aussi des outre-mer, et j'insiste bien sur le pluriel, parce que l'outre-mer au singulier, ça ne reflète rien. Quel lien entre les Kanaks, entre les Guyanais, entre les Martiniquais. Et à ce moment-là, ça vaut pour ce qu'on appelle la province. Il n'y a pas une province en France, il y a des provinces avec toute leur diversité, et pas seulement sur des langues régionales. Il faut prendre en compte cette diversité pour finalement comprendre en profondeur l'histoire de France, et ça marche aussi pour le Velay. Quitte à faire une histoire mondiale du Velay, autant en profiter pour parler de plein d'aspects, de ses productions artisanales, agricoles. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu une sorte de petite histoire sur comme quoi la famille d'Angleterre consommait la lentille verte du Puy. Ça témoigne déjà de ça, aussi d'une idée de qualité. Si on parle de la dentelle, c'est l'occasion de parler de l'histoire des femmes, qui ont longtemps été les grands oubliés de l'historiographie. C'est l'occasion de parler aussi des paysages qui ont été façonnés pendant des siècles, et pas seulement pour la production agricole. Parler de certaines figures artistiques, intellectuelles. L'un des plus grands troubadours du XIIIe siècle, Pierre Cardinao, est du Puy. Et il a été chez le comte de Toulouse. À ce moment-là, le sud de la France est parfois plus orienté vers la Méditerranée, l'Espagne, etc. que vers le nord. Hein. C'est tout ça, en fait, à la fois, à partir d'un petit territoire, montrer que même une province aussi, j'allais dire presque minime, comme le Velay, à côté de l'Auvergne, il faut reconnaître que territorialement, on n'a pas le même poids. Et ben, ça existe.
Des tas d'exemples le prouvent, nos archives le prouvent, et je suis sûr qu'il y a encore plein d'aspects à faire émerger. Il y a 2 ans, par exemple, en menant quelques recherches sur la commune de Vals, d'ailleurs, je consultais le dictionnaire biographique de la Haute-Loire de Gaston Joubert, et donc je cherchais quelqu'un dont le nom de famille commençait par la lettre P, et là je tombe sur quelqu'un qui s'appelle Pagès, donc je pense à la marque Verveine, ça m'intrigue, je regarde, et je vois Albert Pagès, né au Monastier-sur-Gazeille, étant originaire de cette commune, ça m'intrigue, et là je vois Missionnaire au Rwanda, a écrit un ouvrage d'histoire là-dessus, et là très intrigué parce que ce sujet m'intéressait déjà depuis quelques mois, et je découvre que c'était l'un des premiers historiens de ce pays, et de me dire, tiens, un fils de paysan de Saint-Victor qui est un des hameaux du Monastier, est devenu père blanc, a collecté des sources orales sur place, a écrit une des premières synthèses sur l'histoire de ce pays qui contient de nombreux biais coloniaux. On va pas s'étendre là-dessus parce que le sujet est très vaste sur l'histoire du Rwanda au XXe siècle, mais ça montre en fait un champ de possibilités énorme, et même si on a abouti à cette histoire mondiale du volet, il restera des tas de sujets à aborder, et justement c'est une invitation à poursuivre cette démarche réflexive d'interrogation de la mondialité du volet. Je sais pas si c'est très clair par contre. C'est très clair, c'est très clair. Ce volet mondial du volet, c'est un projet pour vous, et ce projet il se concrétisera comment ? C'est un projet pour moi, c'est un projet plus large, parce que j'ai déjà contacté certaines personnes qui sont assez intéressées à l'idée d'y participer, notamment les Cahiers de la Haute-Loire, la Société académique du Puy et le GRAVE, le groupe de recherche archéologique Volave. Pour l'instant, c'est un projet qui en est à ses tout débuts. Il y a une sorte d'appel à contribution. J'ai défini aussi une méthode. On va diviser notre histoire mondiale en 100 dates. C'est assez symbolique, 100 dates, mais au moins ça permettra au lecteur de circuler. Il ne sera pas obligé de lire le livre de la page 1 à la page 300, par exemple. Si seulement la période médiévale l'intéresse, il pourra directement aller aux dates de la période médiévale. Ça donnera une certaine fluidité de la lecture tout bonnement. Et chacun des articles fera 3 à 4 pages avec une illustration, si en tout cas il faut voir d'un point de vue éditorial, parce que ça aussi c'est pas toujours évident, et ça offrira une ouverture. Le but c'est pas d'assommer quelqu'un par des dizaines de pages autour d'un sujet, c'est de la rendre accessible, de vulgariser cette histoire-là, et il faut surtout pas que ce soit vu comme répulsif. 3 pages, en fait c'est vraiment une invitation, et c'est à l'image du monde finalement, une sorte d'invitation au voyage aussi, et à la fin nous mettrons des références bibliographiques, d'articles, si la personne veut poursuivre davantage. Et après, je suis sûr que ça poussera de nombreuses autres personnes à mondialiser l'histoire volave, à l'étendre à d'autres horizons. En tout cas, c'est un vœu pieux. Un dernier mot, Thibaut, sur l'histoire mondiale du volet ? Un dernier mot, il faudra sans doute plusieurs mots. Non, si pour moi on le fait pas, ce serait presque une erreur. Historiographiquement, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'histoire d'une perspective mondiale, l'histoire globale, c'est quelque chose qui est très à la pointe historiographiquement. Ça permet d'établir d'autres liens, comme on le disait tout à l'heure, et tôt ou tard, en fait, d'autres régions de France le feront. Les Bretons l'ont déjà fait en 2018, ils ont écrit, ça s'appelle pas Histoire mondiale du volet, mais de la Bretagne, je crois que c'est la Bretagne, une perspective mondiale ou quelque chose dans ce goût-là, sous la direction de Joël Cornette. Et un jour, il y aura sans doute une histoire mondiale de l'Auvergne, une histoire mondiale de la Corse, de la Martinique, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Et si nous, on arrive à la fin de cette série, on sera en fait des pâles imitateurs. Autant être de l'avant et de montrer aussi qu'on a du potentiel en tant que chercheurs de notre territoire. Et pourquoi pas d'ailleurs inviter des chercheurs d'autres départements, d'apporter leurs connaissances. Ça pourrait être très intéressant, très stimulant. Donc peut-être créer des liens avec d'autres structures d'histoire en Rhône-Alpes, en Auvergne, en Loire-Atlantique, je sais pas. Oui, pourquoi pas. Moi, je suis assez ouvert à cette idée-là. Qui nous dit qu'un jour, quelqu'un d'un autre pays va pas nous contacter parce qu'il aura trouvé un lien avec la Haute-Loire, en tout cas avec le volet, et aura des archives que l'on n'aura pas, parce que toutes les archives ne sont pas ici, bien sûr. Les archives connaissent des dispersions, et les archives départementales n'ont pas tout, ni même les archives nationales d'ailleurs. Les archives, ça circule, des fois ça sort d'un vieux grenier, des fois malheureusement ça disparaît. Il faut aussi compter un peu sur cette part de surprise qui fait aussi le propre du métier de l'historien, avec tout ce que ça a de fabuleux, de mener une enquête, parce que histoire, ça vient du grec ancien historien qui veut dire enquête justement, et c'était Hérodote qui avait lancé ce terme à l'époque. Il faut laisser aussi pas une part de rêve, parce qu'on n'est pas là pour rêver, bien au contraire des fois, parce qu'on déconstruit des mythes, mais on est là aussi quelque part pour incarner une forme d'espoir. Une approche mondiale de l'histoire pour mieux la comprendre. Merci beaucoup Thibaut. Merci à vous. Merci à vous chers auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait chaud au cœur. On espère qu'on vous a emmené dans cette approche mondiale de l'histoire du volet. Je vous dis à la prochaine émission Altistoria qui tentera une nouvelle fois d'éclairer, de décrypter un autre pan de notre histoire altiligérienne. À la prochaine fois, et surtout d'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet
de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.